La Centrafrique, la République sud-africaine et l'Allemagne, ce sont les trois pays qu'on va visiter avec notre invité pour la page internationale, Maître Eric Emmanuel Sousa. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Niervi. En Centrafrique, un député choisi par le groupe parlementaire de la présidence a été élu mardi par ses pairs présidents du Parlement. Et au même moment, un autre député a tiré en l'air en séance en fin de matinée. Laurent Ngonbaba, c'est lui qui a été élu député. Et pendant qu'il prononçait son discours au perchoir, un député a sorti un pistolet et a tiré en l'air. Alfred Yekatom, ex-chef de milice anti-Balaka du Sud, a voulu s'en prendre à un autre député en tentant de s'enfuir. Il a tiré dans l'air dans l'hémicycle. D'abord, Maître Sousa, comment qualifiez-vous cet acte-là? Écoutez, la gravité est extrême parce que on ne s'attend pas à ce que dans l'enceinte d'une assemblée parlementaire, assemblée nationale, les députés se promènent avec des armes. En temps normal, aucun député ne devrait porter des armes dans l'enceinte du Parlement. Et donc déjà ici, il y a une première effraction à la règle. Bon, maintenant, la chose qui est la plus grave, c'est qu'il a peut-être la gâchette facile et il s'en sert. Dans quel but? Pour blesser quelqu'un, pour attenter à la vie de quelqu'un, même en tirant en l'air, si c'est pour protester contre l'élection du nouveau président de l'Assemblée, c'est un procédé totalement inadmissible, répréhensible par ailleurs. Je crois savoir qu'il est actuellement détenu. C'est tout à fait normal parce que dans tout régime, un député n'est pas couvert par l'immunité parlementaire quand il s'agit d'un délit flagrant. Et là, nous sommes dans un cas de flagrance manifeste. Donc, bon, on ne peut pas qualifier ça. La République centrafricaine est malade. Elle est malade d'abord de ses hommes politiques, parce que ce pays est supplicié depuis presque 40 ans maintenant. On avait imaginé, enfin, on avait fait porter toutes les calamités à Feu Bokassa, qui n'était pas un exemple de chef d'État, simplement. Et puis, bon, ses successeurs qui se sont enchaînés derrière n'ont pas montré non plus des profils les plus apaisants. Et aujourd'hui, le pays est encore assez fragile. L'unité nationale est toujours menacée. On est encore actuellement de faire recours aux forces de l'ONU pour essayer d'installer la paix durable. Et c'est à ce moment-là que des députés se promènent avec des armes et s'en servent au sein de l'hémicycle. Quel exemple donne-t-on dans les contrées les plus reculées du pays? Que dira-t-on après à des jeunes gens désœuvrés mais armés lorsqu'ils s'en serviront dans des lieux publics? L'Assemblée nationale, l'enceinte de l'hémicycle n'est pas, enfin, ne devrait pas être le théâtre de ce genre d'esclandre. Mais au-delà, on sait que la Centrafrique est un pays où l'insécurité aujourd'hui est ce qu'il y a de plus partagé. Est-ce qu'il est quand même normal que des députés entrent sans être fouillés? Parce que c'est après l'incident qu'on a dû fouiller tous les députés. Mais justement, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans un pays normal, et puis même, si les députés commencent à être sous le soupçon de port d'armes, alors on est dans quelque chose de complètement vertigineux. Parce que on n'a pas idée de fouiller des députés quand ils rentrent dans leur lieu de travail, qui est le Parlement, c'est-à-dire l'endroit où ils s'expriment au nom du peuple et de la représentation nationale. Donc, qu'on fouille le public qui vient, ça me paraît parfois nécessaire pour des mesures de sécurité, parce que bon, on ne peut pas laisser les députés à la merci d'un tireur fou. Mais les députés eux-mêmes, c'est quand même très inquiétant. Parce que ce sont les derniers à qui on pense quand on pense à la violence politique, justement. Mais la violence politique, en démocratie, elle est verbale.
on s'invective, on s'alpague, les débats parfois sont extrêmement violents, mais ce ne sont que, on appelle ça des guerres de crachats. Ouais. Bon, c'est des combats de salive, quoi. Mais ça va pas plus loin. Mais quand on se rend compte qu'ils viennent à l'Assemblée nationale avec des armes, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement pour Alors, la le Centrafrique. député en question est un ex-chef de milice anti-Balaka. Ça veut dire qu'on est dans un pays où on a des gangsters en col blanc? Totalement, oui. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, vous le dites si bien, parce que il n'y a pas d'autre façon de qualifier ce comportement. Oui, ce sont des gangsters qui se promènent armés. Bon, en général, vous savez, même dans les pays pacifiés, il arrive parfois que certaines personnalités demandent, pour des raisons de sécurité qu'on peut comprendre, un permis de port d'armes. Et on le leur donne après vérification d'un certain nombre d'éléments. On vérifie leur profil et il y a normalement un collège d'experts et une administration qui vérifie l'opportunité et la nécessité de laisser porter une arme à telle personnalité qu'il demande. Celui-ci, vous l'avez dit, c'est un chef de milice, donc il n'a pas besoin d'aller demander à qui que ce soit l'autorisation de porter des armes. Donc il s'octroie le droit de le porter, il le fait. Mais qu'il l'amène dans l'hémicycle, c'est là où c'est complètement dérivant. On ne peut pas admettre ça. Et je pense que là, on est quand même dans une dérive grave qui n'augure rien de bon sur l'avenir de la paix en Centrafrique. Alors, on ne perd pas de vue quand même que ceci s'est passé lors de l'élection du nouveau président du Parlement. On sait déjà que l'éviction de Karim Meïssa a donné lieu à beaucoup d'échauffourées, au sens figuré du terme. Alors, ça veut dire qu'actuellement, même au sommet de l'État, c'est pas véritablement le retour à la normale. Non. Enfin, c'est pas le retour à la normale, je n'irai pas jusque-là, et il n'y a pas lieu de généraliser. Il faut voir comment Karim Meïssa lui-même a réagi. Il a énormément temporisé, il a modéré le propos, appelé au calme, et il a fait comprendre que son éviction ne devait rien à un jeu partisan, parce que des gens qui étaient de son camp ont voté contre lui, ont voté pour sa destitution. C'est parce qu'il y avait des faits qui étaient relativement graves et qui étaient incompatibles avec son maintien à la tête de l'Assemblée nationale. Bon, il n'a pas perdu son mandat. Il n'est plus le président de l'Assemblée nationale. On verra ce dont on l'accuse. Si c'est confirmé, il y aura les voies de droit normales qui vont être poursuivies. Mais, voyez, donc ça veut dire qu'il y a un retour à la normale, parce que l'institution parlementaire a fonctionné comme il se devait. Il y avait des soupçons de fraude contre quelqu'un qui avait une position majeur en tant que président de l'Assemblée, donc c'est une institution. Il a accepté d'être démis, mais cette démission s'est produite à l'issue d'un vote. Et des gens qui étaient de son camp ont voté sa destitution. Ça, c'est le fonctionnement normal des institutions. Maintenant, à l'occasion du discours d'investiture de son successeur, certains aillent faire le rodéo en pleine séance, alors là, c'est quelque chose de tout à fait anormal et qui mérite attention et peut-être répression. Mais un discours qu'il a quand même prononcé, je parle de Karim Meïssa, en plein PK5, quartier majoritairement musulman, et il y a eu également des tirs après sa destitution. Oui, c'est pour ça que je dis... C'est vrai qu'il est député du PK5, mais au-delà... C'est dans son fief qu'il se prononce. Mais il n'a pas jeté de l'huile sur le feu. Il n'a pas mis les gens dans la rue en politisant et en instrumentalisant l'incident qui est cause de sa destitution. Parce que c'est un incident, il y a des faits qui sont qualifiés pénalement. Il faut qu'une enquête puisse se produire, et contre le président de l'Assemblée nationale, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, on va passer par le processus normal. Bon, s'il y a lieu de s'assurer de sa personne autrement, peut-être qu'on demandera
que son immunité parlementaire soit levée afin qu'on puisse enquêter. Mais là, on est dans le fonctionnement normal encore. Et Dieu merci qu'en Centrafrique, on sache faire ça en ce moment aussi. Mais à rien, on ne peut excuser le fait que des parlementaires pénètrent dans l'hémicycle avec une arme dont ils se servent. Non. Second sujet, c'est la République sud-africaine. Ce dimanche, une sextape montrant le ministre sud-africain de l'Intérieur a été publiée sur les réseaux sociaux. Malusi Gigaba s'est rapidement excusé auprès de sa famille et des Sud-Africains pour l'embarras causé par la vidéo. Il s'est aussi indigné de la façon dont le fichier a été piraté sur son téléphone et a été utilisé pour le faire chanter pendant plus d'1 an. Il y a 1 an et demi, le ministre, alors sur le point d'être nommé ministre des Finances, envoie une vidéo le montrant en train de se livrer à un acte sexuel solitaire. Cette vidéo était destinée uniquement à ma femme, assure-t-il aujourd'hui. D'abord, Maître Sosasi, on doit aller, c'est vrai que ça relève de sa vie privée, mais c'est des genres d'actes qu'on voit de plus en plus aujourd'hui où des gens se permettent de filmer leurs orgies. Oui, que les gens se permettent de filmer leurs orgies, bon, ça participe de la pratique totalement libertaire. Chacun trouve de quoi émoustiller sa libido dans toutes sortes de dérives. Enfin, vous avez parlé d'orgie. Une orgie, ça porte bien un nom. Mais ici, on nous parle de pratiques solitaires. Donc, il n'y a pas d'orgie si c'est solitaire. Vous comprenez? L'onanisme n'est pas en soi une pratique extraordinairement choquante pour que, ce qui est dommage, c'est qu'ils sentent la nécessité de filmer. Je ne sais pas s'il s'est filmé ou si quelqu'un l'a filmé. Bon, maintenant, quel qu'en soit le destinataire, bon, c'est un usage malencontreux des réseaux sociaux qui aujourd'hui se retournent contre lui. Mais bon, qu'on en fasse une affaire d'État et que lui-même soit sensible au chantage que cela représente, bon, on le trouverait en train de s'adonner à des actes moralement répréhensibles sur une personne que la loi protège, un mineur par exemple, ou alors éventuellement une femme mariée, bon, ou alors, encore une fois, dans une position adultérine. On peut comprendre que ce soit inquiétant. Mais là, ici, enfin, d'après ce que je sais de cette affaire, je ne comprends même pas pourquoi il a prêté le flanc à un chantage. Parce que, écoutez, il est à peu près comme tout le monde, normalement constitué, il lui arrive de se doucher, et ce qu'il fait sous sa douche ne regarde que lui. Maintenant, qu'il éprouve le besoin de se filmer pour se donner un spectacle, c'est plutôt ça qui est scandaleux. Il dit qu'il l'a fait pour sa femme. Oui, bon, ça fait partie de leur pratique sexuelle intime. Donc, ça ne devrait pas le gêner si c'est uniquement pour sa femme. Maintenant, apparemment, d'après ce qu'il raconte, c'est que le fichier aurait été piraté sur son téléphone et utilisé pour le faire chanter. Oui, ça, c'est un acte dont il est victime. Alors, en étant victime, normalement, on se fait défendre par la loi, d'accord? Donc, il aurait, dès qu'on a essayé de le faire chanter, il aurait dû déposer plainte pour chantage et dire ce qu'on est en train de menacer de montrer. Parce que ce qu'on est en train de menacer de montrer, mais si je dors dans mon lit, peut-être dans le plus simple appareil, en tenue d'Adam, et que quelqu'un vient me filmer, j'ai aucun mal à saisir les autorités de mon pays pour dire qu'on a porté atteinte à mon intimité. C'est un peu ça ce qui s'est passé, si j'ai bien compris. S'il y a une bonne lecture de l'événement, c'est que s'il s'est filmé pour envoyer à sa femme, il n'a pas à craindre que ce soit publié. C'est qu'il y a certainement autre chose. Parce que s'il a été sous le coup d'un chantage qui a duré 1 an et demi, c'est que probablement la pratique n'était pas aussi chaste que ça, n'était pas aussi bon enfant qu'il le dit, et c'est pour ça que ça le gêne. Mais bon, apparemment, il n'aurait pas cédé au chantage, et c'est finalement ce qui a décidé ceux qui ont piraté la vidéo à la rendre publique.
Bien, alors, ils l'ont rendu public. Et alors, maintenant, y a-t-il que... Bon, écoutez, je n'ai pas vu cette sextape. Je ne peux pas juger de sa qualité morale. Je n'ai aucun moyen de dire si c'est des images choquantes, à caractère pornographique ou pas. Mais bon, cela dit, quand on est homme d'État, il y a une certaine tenue que l'on doit avoir, même dans l'usage privé. Mais vous savez, les réseaux sociaux, c'est pas si innocent. Ce n'est pas anodin du tout. Hein. À partir du moment où vous rentrez dedans, il faut savoir que vous êtes à la merci de toutes sortes d'atteintes. Voilà, une conversation que nous avons, vous et moi, sur les réseaux sociaux ne nous appartient plus. Parce qu'elle est déjà quelque part. Et à partir de ce moment-là, nous devenons vulnérables. Donc, bon, il faut... même sur Snapchat, ce que vous dites, vous avez l'impression que ça s'efface au fur et à mesure, mais non, c'est stocké quelque part. On peut s'en servir toujours contre vous. Donc, il faut que les gens apprennent à faire un usage hygiénique des réseaux sociaux, parce que bon, il y a à boire et à manger là-dedans. Mais au-delà même, l'usage même du téléphone aujourd'hui, parce qu'on a des téléphones qui sont hyper intelligents et parfois dont on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a dedans. Ils sont machiavéliques. Ils ne sont pas qu'intelligents, ils sont machiavéliques et vicieux. Parce que, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Aujourd'hui... Voyez, c'est d'ailleurs le problème avec Google et Quant. En ce moment, il y a le Parlement européen, le Parlement français en tout cas, qui a décidé de ne plus se servir de Google pour les accès Internet des parlementaires français, parce qu'il y a énormément d'applications dans Google qui vulnérabilisent ceux qui utilisent ce vecteur. Bon, il y a beaucoup de questions à se poser. Parce que quand on vous dit, oui, bon, vous allez sécuriser vos photos, vos messages sur Cloud, mon Dieu, mais Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin de stockage. C'est tout. Tout le monde, enfin, tout informaticien doué peut aller dans Cloud et aller chercher vos données à vous. Et c'est la raison pour laquelle c'est dangereux. Donc, bon, cet aimable ministre, j'espère que maintenant, il l'apprendra pour de bon. C'est pas tellement sa pratique sexuelle qui est en question, c'est l'usage inapproprié qu'il en fait avec les réseaux sociaux qui est problématique. Alors, mais dans une Afrique du Sud où quand même on est habitué au scandale sexuel, on se rappelle également du cas même qui touche l'actuel président Cyril Ramaphosa. Certains de ses mails privés avaient été publiés dans la presse et faisaient état de 8 relations extra-conjugales. Oui, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, il est déjà loin ce temps où c'était des lettres missives qu'on s'envoyait, on demandait à un petit camarade de le porter à la dulcinée, et puis on attendait la réponse qui venait 3 jours après, en étant très très inquiet que le grand frère ne vienne pas surprendre ce courrier. Bon, c'était tout ce qu'on pouvait craindre. Aujourd'hui, on peut craindre toutes sortes de choses. Voilà. Vous voyez, c'est moderne, c'est un progrès. Mais est-ce que c'est forcément un bienfait? Il faut savoir que ça a son revers, c'est tout. Troisième sujet, c'est l'Allemagne. Angela Merkel annonce son dernier mandat de chancelière. C'est ce lundi que la chef du parti de centre-droit CDU a dit vouloir se retirer de la chancellerie à l'issue de son mandat en 2021. Et elle dit également vouloir rester chancelière jusque-là, mais ce sera son dernier mandat actuellement. D'ailleurs, jusqu'à la fin de cette année, elle quittera la tête même du parti. Et on comprend aisément pourquoi, parce que depuis quelques mois déjà, son parti subit plusieurs revers électoraux. C'est un choix de raison, Maître Sosa? Oui, c'est un choix de raison, et c'est en cela qu'on distingue les grands hommes et les grandes femmes politiques. Madame Merkel est assurément une grande femme politique. Elle a marqué l'histoire de son pays. Elle n'a pas d'exemple pour le parcours qu'elle a dans le pays, et elle a montré que femmes, on peut faire bien mieux que des hommes. Et à un moment donné, il y a toujours
voyez, l'usure du pouvoir. Oui. Elle est victime de l'usure du pouvoir, tout simplement. On ne l'a pas trouvée dans des scandales infamants. Elle est droite comme un i. Elle fait son travail tous les jours. Elle a parfois des choix politiques très courageux et qu'elle assume contre vents et marées, et y compris même contre la ligne politique de son propre parti et des partis alliés qui ont constitué l'alliance qui lui permet de gouverner. Bon, elle a tiré les conséquences, à mon avis, les plus justes de ce revers électoral de la semaine dernière. Et c'est en cela qu'on distingue les grands hommes politiques. Savoir lire les événements et les interpréter à bon escient. Et ne pas jouer un va-tout personnel. C'est-à-dire que, en fait, rester Premier ministre n'est pas une fin en soi. Elle a démontré que, bon, elle a fait son temps. 4 mandats, ce n'est pas rien. Et elle ne part pas déshonorée. C'est pour cela que je dis oui, Madame Merkel, chapeau, parce que même dans la sortie, elle a de la réussite. Mais là, elle dit qu'elle reste jusqu'à la fin de ce mandat. Est-ce qu'elle va pouvoir? Ça va être difficile. Mais justement, la grandeur, c'est d'assumer la difficulté, voyez, et de préparer la transition. Parce que partir, c'est finalement laisser la porte ouverte à une nouvelle crise, peut-être. Et elle ne veut pas de cette nouvelle crise. Elle veut assumer son bilan et le défendre peut-être aussi pendant le cours du mandat finissant. Et elle a annoncé déjà qu'elle n'est plus candidate pour la poursuite d'un autre mandat. C'est très bien. Donc ça veut dire, je vais m'engager à réussir la fin de ce mandat. C'est peut-être comme ça qu'elle va prendre les décisions les plus courageuses, parce qu'elle n'est pas tributaire d'un souci de réélection. Du coup, bon, elle a les coudées plus franches pour pouvoir décider de façon plus courageuse. Pour moi, c'est de la bravoure politique. Beaucoup estiment quand même au niveau de l'Europe, parce que nul n'ignore aujourd'hui que c'est l'Allemagne qui pilote véritablement l'Europe. Beaucoup estiment qu'elle va être, à partir d'hier, où elle a fait cette annonce, une chancelière affaiblie. Forcément, elle ne pourra plus véritablement en imposer aux autres. Forcément, parce que c'est ça aussi, ça fait partie du jeu politique. Mais les petits politiciens européens vont s'en servir pour à chaque fois la discréditer un peu plus. Bon, mais je ne pense pas que ce soit totalement incompatible avec une gouvernance forte, une direction éclairée des affaires européennes et allemandes. Non, c'est ça le courage. Parce que démissionner dans ce contexte-là, ça aurait été un peu lâche. Mais est-ce qu'elle pourra quand même tenir sa coalition jusqu'au bout? Ça, on se perd en conjecture, on va spéculer toutes sortes de choses dessus. On ne sait pas. Vous savez, il peut se produire un fait divers demain dans la ville de Hambourg, et ça peut faire péricliter beaucoup de choses. Donc en Allemagne en ce moment, c'est vrai que il y a une grande fragilité politique avec l'alternative pour l'Allemagne qui est un parti qui gagne du terrain avec un populisme très agressif. On n'est pas à la merci d'une crise politique. Mais c'est pas parce que Madame Merkel dit qu'elle ne va pas se présenter que cette crise sera plus sûr d'advenir. Il y a peut-être aussi dans cela une façon d'apaiser les gens pour dire, écoutez, laissez-moi travailler pour le dernier mandat que vous m'avez confié et laissez-moi faire les choses comme on avait prévu de le faire. Ça peut être plutôt facteur d'apaisement. Si les autres s'en servent de façon citoyenne et patriotique, ça ne devrait pas mener à des crises. Est-ce que vous pensez que Angela Merkel a été ou est une grande chancelière de la trempe de ceux dont on connaît les noms, Konrad Adenauer et autres? C'est vraiment d'autres temps. Gerhard Schröder a été un grand chancelier. Helmut Kohl a été un grand chancelier. Mais à chaque fois, vous voyez, il y avait l'Allemagne négociait toujours
quelque chose, une transition. Kohl a été le chancelier de la réunification, c'est important, et il a réussi la réunification. Schröder a permis à la réunification de s'enraciner. Madame Merkel, qui elle-même est le produit de la réunification, parce qu'elle vient quand même de l'Est, voyez, a été la première issue de la partie Est à diriger le pays, et tout le monde voit qu'elle l'a fait magistralement bien. Donc, l'Allemagne ne s'est jamais mieux portée, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est l'Allemagne qui est la tête de... la locomotive. Oui, la locomotive, justement, de l'Europe. Donc, si elle avait mal travaillé, ça aurait été totalement différent. Donc, non, elle a été incontestablement une grande chancelière, et pour moi, le fait qu'elle décide, en tirant les conséquences de ce revers électoral, de ne pas se présenter une 5e fois, est tout à son honneur, et je crois que même cette sortie est un succès. On s'est quand même étonné de voir Angela Merkel faire 1, 2, 3, 4 mandats dans une Europe où on voit généralement on change de dirigeant chaque 5 ans, chaque 4 ans. Oui, l'Italie qui est très instable, l'Espagne, tout cela. C'est bien la preuve. Quand vous faites bien, simplement bien, parce que vous voyez, bon, j'espère que quand elle va partir, on va pas sortir derrière les cartons des histoires de corruption, etc. Il n'y a rien de tout ça en ce qui concerne Madame Merkel et les gouvernements allemands. Des ministres démissionnent simplement parce qu'on les accuse d'avoir plagié une thèse de doctorat longtemps avant, quand ils étaient sur les bancs. Alors vous voyez, il y a quand même une certaine hygiène de la pratique chez les Allemands, chez les Saxons en général. Les Scandinaves sont aussi exemplaires dans le domaine, et ça fait du bien de le voir, et on n'a que des leçons à apprendre. Maître Sosa, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. La pause et après, regard croisé.